Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est Le Monde en 7 et nous sommes le samedi 1er novembre 2025 et merci à vous d'être avec nous. On va faire le tour d'horizon de quelques sujets de l'actualité, des sujets que nous avons jugés marquants au cours de l'actualité de la semaine. Nous parlerons du Bénin qui se prépare pour la présidentielle l'année prochaine. Le parti Les Démocrates, finalement définitivement écarté de la course. On parlera toujours de présidentielle en Côte d'Ivoire avec la victoire à la soviétique pour le président sortant Alassane Ouattara. Au niveau du Cameroun, toujours la présidentielle est de 8 pour Paul Biya qui rempile pour un 8e mandat de 7 ans. Paul Biya, âgé de 93 ans, qui devra encore passer 7 années au pouvoir. Quel sacrifice. Et puis le Togo, on va parler de l'élection de l'ancien Premier ministre Komi Klassou au perchoir du Parlement, l'Assemblée nationale. Il devient donc le nouveau président en remplacement de Kodjo Adedje. J'ai 3 invités sur le plateau pour faire le débat avec moi. Yao Ekolo Nukunu, président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique, est là. Bonsoir Yao Nukunu. Bonsoir à vous, Excellence Samuel. Bonsoir à tout, à M. Constant Lemou et à mon collègue, mon co-débatteur, ainsi que tous les personnels de Numéro TV et tout ce qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et merci d'être notre invité. Vous l'avez présenté. Constant Lemou, analyste politique, est également mon invité. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, je salue tous ceux qui nous suivent actuellement. Je salue également mes co-débatteurs. Et merci à vous aussi d'être notre invité. Le 3e invité sur le plateau, c'est Dominique Lacmont. Il est leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Bonsoir également à mes frères co-débatteurs sur le panel. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et merci à vous aussi d'être notre invité. C'est un réel plaisir. C'est avec le Bénin qu'on débute cette émission. Le parti Les Démocrates de l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi ne sera pas représenté à la présidentielle de avril 2026. En cause, le duo candidat présenté par le parti n'a pas obtenu le parrainage nécessaire. Un des députés de la formation politique avait fait défection. Nous en parlions le samedi dernier. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu son verdict. Eh bien, les démocrates seront absents de la présidentielle 2026. Constant Lemou, est-ce que vous diriez que, au regard de tout ce qui s'est passé, c'était prévisible que les démocrates soient absents de cette présidentielle? Au Bénin, nous avons constaté que l'opposition est incarnée par le parti Les Démocrates qui devrait présenter un challenger au candidat du parti au pouvoir, Romuald Wadani. Malheureusement, le réaménagement opéré par le président Talon dans l'atmosphère ou du moins dans l'environnement politique au Bénin a institué le système de parrainage pour écarter les amuseurs publics qui se présentaient avant sans aucune base électorale se présentaient comme candidats. Malheureusement, les partis politiques ou du moins les grands leaders n'ont pas vu les choses venir. Ils n'ont pas analysé attentivement leur assise politique et leur représentativité, de sorte que le parti Les Démocrates, qui se constitue véritablement en opposition au parti au pouvoir, a seulement 28 députés à l'Assemblée nationale, aucun maire, aucun grand électeur à part les 28 députés, mais finalement, un des députés s'est déclaré s'opposer au choix du candidat ou du duo du parti Les Démocrates, de sorte que après le périple judiciaire, finalement, ce soutien ou du moins ce parrainage a été retiré au parti politique Les Démocrates. Du coup, son candidat ou le duo de candidature du parti Les Démocrates est éliminé de la course aux élections présidentielles, ce qui laisse finalement la voie libre aux candidats au pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? On peut déjà constater que le parti Les Démocrates n'ont pas véritablement une grande assise politique, ne jouent pas d'une grande popularité, ou du moins n'ont pas les grands électeurs. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous comptons seulement 28 députés. Ensuite, aucun maire à la cause
du parti Les Démocrates, ce qui signifie que ce parti n'a pas véritablement un fief, comme on le dit. Pour avoir un maire, il faut véritablement avoir un électorat d'une zone ou d'une grande ville acquise à la cause du parti. Nous constatons que ce parti, les démocrates, même s'ils ont une assise générale sur toute l'étendue du territoire, ils ne peuvent pas se réclamer des partis, ils ne peuvent pas se réclamer d'un fief dans une région du pays. Au même moment, nous avons aussi remarqué que ce jeu au sein même du parti Les Démocrates était suffisamment mal ficelé dans la mesure où, au lendemain de la disqualification du duo candidat du parti Les Démocrates, d'autres députés du même parti se sont désolidarisés et finalement de leur liberté, ils sont désormais plus ou moins acquis au parti au pouvoir, ou du moins s'ils vont accorder leur électorat si possible au parti au pouvoir. Ce qui montre que véritablement ce parti n'a pas un ancrage véritable, n'a pas une structure, un noyau suffisamment huilé, suffisamment cohérent pour s'imposer sur la scène politique. Cela s'explique également par le fait que Boni a lui-même, l'ancien président, n'avait pas un parti politique avant de conquérir le pouvoir. Il est parti de Lomé, de la BOAD, pour aller prendre le pouvoir au Bénin, ce qui est passé comme une lettre à la poste. C'est après qu'il a colmaté certains leaders d'opinion, certains hommes politiques pour constituer ce parti-là, sauf que il n'a pas encore véritablement constitué un noyau véritablement suffisamment dur, huilé, pour faire face à un parti au pouvoir. Yaonokounou, les démocrates, notamment par la voix de son président d'honneur, Thomas Boni-Yayi, dénoncent un déni de démocratie. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Non, mais écoutez, cette réaction ne devrait pas vous étonner, M. Samuel, parce que au regard de la nature de nous les Africains, des partis d'opposition dans nos pays, ce n'est pas étonnant ce genre de réaction. Mais pour m'inscrire dans la suite logique de mon collaborateur, M. Constant Lemou, il faut également d'abord, bon, je voudrais saluer cette disposition-là qu'a mise en place le président Patrice Talon, parce que pour moi, c'est quelque chose qui vient corriger certains manquements, certaines errances. Et là, ça permet de savoir exactement qui est-ce qui occupe l'échiquier politique. Mais au même moment, je déplore toujours que la politique, généralement dans nos pays, elle est conduite par un esprit d'intérêt. Un esprit d'intérêt. La quête d'intérêt. Et non pas d'idéologie. On n'a pas d'idéologie. Et cette politique-là, l'avantage que cela confère au parti au pouvoir, c'est que c'est le parti au pouvoir qui a les mains du pays en main, qui a la possibilité de dispatcher, et donc du coup, elle a les cartes en main pour faire diversion dans les autres partis de l'opposition, en leur offrant des man, et donc sachant que l'ambiance, l'atmosphère politique même globalement, elle est fondée que sur la quête d'intérêt, la recherche du gain, et puis c'est tout. Parce que si fondamentalement tout se construisait autour d'une idéologie, je crois que le parti au pouvoir aurait des difficultés à toujours réussir dans ces manœuvres d'arriver à faire des diversions dans les partis d'opposition et également, et globalement, les populations également sont vulnérables à la manipulation, parce que les acteurs politiques, ce n'est que pas la manipulation, et il y en a qui ont des adhésions, des gens qui sont pleins de naïveté, etc. Bon, donc, il y a une culture politique qui est toujours en manque en Afrique. Nous sommes toujours en manque
d'une véritable culture politique, d'un idéal. Je le dis, je le répète encore et toujours, et j'insiste dessus. Nous manquons d'idéal. Parce que si jamais cet idéal y était, mais ça se refléterait d'abord au sein du peuple, des populations. Parce que les gens sauront véritablement en quoi est-ce qu'ils adhèrent à ce parti politique, quelle est l'idéologie qui est conduite, et pour quelle fin, dans quel intérêt patriotique, etc. Mais malheureusement, il n'y a que des appréhensions, soit ethniques, soit d'affinité, soit régionales, etc., etc. Bon, donc, et globalement, des leaders aussi qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères, qui ont des agendas cachés, mais qui vendent des illusions aux populations, etc. Bon, donc du coup, et pour conclure, permettez-moi de dire que monsieur Yayi Boni n'a pas été d'intérêt pour le parti Les Démocrates. Il n'a pas été utile à ce parti en tant qu'ancien président de ce pays. Et je me rappelle, dans des rencontres avec le président Patrice Talon, il y a des reproches, des remarques que le président lui a fait au président Yayi Boni. Et ça, il n'y a pas qu'au Bénin. Et c'est en cela, toujours, je dis que dans nos pays d'Afrique, n'importe qui ne peut pas s'improviser acteur politique parce qu'il y a la liberté, il y a la démocratie. Et là, donc, il y a des conditions pour créer un parti politique. Alors, donc, du coup, quand on copte certaines personnes, on se dit on est acteur politique et puis, bon, donc, et puis avec des agendas. Non, à un moment, il faut qu'il y ait de l'assainissement et que nous sachions exactement quelle orientation, quel itinéraire, qu'est-ce que nous nous définissons, que de toujours divaguer dans... Et quand c'est comme ça, ça n'arrange toujours que le parti au pouvoir qui, avec la manne judiciaire, arrive à conquérir, à contrôler, à manipuler. Dominique Lacmons, le samedi passé, on parlait de ce sujet. En ce moment, la liste n'était pas encore définitivement écartée. Et je posais la question, si la liste venait à être écartée, à qui profite le crime? Mais je pense qu'on avait, c'est ce que je voulais vous rappeler, qu'on en avait déjà discuté par rapport à cette situation qui prévaut actuellement au Bénin, dans les préparatifs de cette élection. Il faut répondre sans détour votre question. Tout le monde le sait à qui profite cette situation, c'est à Patrice Talon. Mais les responsabilités sont situées. C'est vrai qu'on a un Patrice Talon qui a pris le Bénin comme une entreprise. Vous voyez qu'il a fait des réformes comme un patron d'entreprise et tout le monde le connaît parce qu'il vient d'un secteur, il vient du secteur privé. Donc, lui, le Bénin était son entreprise et pour bien régner en maître, il a mis une entreprise également politique en place. Et je l'avais rappelé ici, mais tout ce qui l'avait accompagné à avoir le pouvoir, tous ces gens-là ont été muselés après qu'il s'est véritablement installé. Je voulais parler de Germain Adjavon. Sébastien Adjavon. Germain Sébastien Adjavon et autres qui l'ont accompagné au deuxième tour des élections avec le challenger de Thomas Yayi Boni. Donc, après ça, il a réfléchi parce que il savait que pour partir et quitter le pouvoir, pour se distinguer des autres, il fallait aussi mettre une politique en place qui va assurer son arrière. Et il a profité de ça pour asseoir un code électoral qui était à sa guise, parce qu'au moment de mettre ce code électoral, il n'y avait pas d'opposition. Les opposants n'avaient pas participé aux deuxièmes élections générales. Je voulais parler des démocrates où il y avait eu des musulmans, des cadres de ce parti. C'est vrai qu'ils n'avaient pas encore constitué un parti, mais les éléments de Thomas Yayi Boni, notamment les Rekia Mandungu et autres, le professeur, si je me rappelle, ont été mis en prison. Ça fait que ça a désorganisé également le parti aujourd'hui les partis des démocrates, le parti dirigé par l'ancien président Thomas Yayi Boni. Maintenant, c'est l'entreprise de Patrice Talon qui bénéficie aujourd'hui avec ce d'embrouillement au sein des partis des démocrates. Et les partis, c'est ce que j'ai dit, je suis d'accord avec Nkounou quand on dit que Patrice Talon n'a pas servi totalement de quelqu'un qui voulait vraiment faire une politique pour pouvoir
C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une politique de profit au parti de son parti, mais il a voulu viser ses propres éléments. C'est pourquoi je disais, si aujourd'hui Patrice Talon et Thomas Yaye Boni se trouvent dans cette situation, c'est parce qu'au lendemain, ou au moment où il n'avait pas, parce qu'il avait tenté un troisième mandat, le chemin du troisième mandat qui n'a pas abouti, mais il avait proposé un candidat qui ne reflétait pas aussi, qui n'avait pas l'enthousiasme de tous ces militants. Bon, je voulais parler de Lionel Zenzou. Vous avez vu qu'au moment où Lionel Zenzou, on ne sait pas où il est parti le chercher, et il y avait aussi ces défections à ce moment. Les gens avaient défectionné de son rang pour apporter des soutiens aux autres candidats de l'opposition. Ça fait que lui qui avait organisé ces élections-là, il les avait perdus et au détriment de ce comportement. Et je pensais que ça devait servir de leçon au Thomas Yaye Boni de bien réorganiser les choses et prendre des choses par les taureaux, par les cornes. Mais malheureusement, il est resté dans les divergences et tout ça. Et il voulait, à un moment, lui, c'était difficilement de quitter à la tête du parti. Il a mis il a rénové et il est président d'honneur. Mais avec la clé à la manette, c'est lui qui doit prendre des décisions. Aujourd'hui, malheureusement, il propose des gens où... Vous pensez qu'il a un peu plombé le parti? Oui. C'est... Au début, si vraiment il envisageait rénover, prendre des candidats sérieux dans ce parti, on ne devait pas arriver. Et surtout qu'ils ont trop attendu pour qu'à la veille, les choses se dessinent et le temps est contre eux. Justement, donc c'est le temps-là qui a été... Au début, Patrice Talon savait qu'il y a eu des réformes et dans ces réformes-là, il fallait du parrainage. Et il fallait prendre des mesures qui vont être acceptées par tous. Et si c'était que ces choix-là ont été opérés plus tôt, et qu'il devait savoir qu'il y aurait des gens qui devaient manifester leur mécontentement, notamment le député qui a désisté à leur défaveur, Patrice Talon aurait mieux pris des choses pour réconcilier les gens avant la date d'élection. Donc, et à la veille des candidatures, que Thomas Yaye Boni va sélectionner ses candidats et qui ne requiert pas l'assentiment de tout le monde, oui. Je pense que c'est une stratégie mal opérée. Ce point que touche Dominique Lacmon, il est intéressant de l'analyser. Pourquoi, au niveau des démocrates, on a pratiquement attendu les derniers moments? Parce que vous voyez, au camp de Patrice Talon, ils avaient présenté leur candidat il y a déjà presque 2 mois. Yaye Boni a attendu presque la dernière semaine pour faire ce choix-là. Oui. C'est lui, finalement, seul qu'il faut accuser. Il faut noter l'impréparation au niveau du parti Les Démocrates. C'est quand même la première force d'opposition au Bénin. On ne refuse pas. C'est la première force, mais elle représente quoi? Pas grand-chose face au parti au pouvoir. Non, on ne peut pas dire ça. La maîtrise totale de l'Assemblée nationale et de tous les grands électeurs. On peut reprocher tout à Patrice Talon, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir réaménagé l'environnement politique du Bénin. On ne peut pas lui reprocher ça. C'était nécessaire pour que des gens qui prétendent agir au nom du peuple béninois soient vraiment des gens responsables, des gens représentatifs. Ce réaménagement qui a abouti à l'adoption d'un nouveau code électoral s'est fait dans la légalité. Il n'a rien fait sans se baser sur la loi fondamentale au Bénin. Mais tout le monde avait applaudi l'initiative de réorganiser la classe politique au Bénin pour amener les amuseurs publics, je l'ai déjà dit, à se retirer de la scène pour permettre un jeu clair et permettre aux Béninois de savoir qui est représentatif ou qui ne l'est pas. Sauf que les organisations politiques qui existaient, notamment le parti Les Démocrates, n'avaient pas vu, je l'ai dit, venir ce que Patrice Talon préparait. Ils n'ont pas su qu'en réalité, il fallait se battre. Et même Patrice Talon l'a dit au lendemain de sa première élection. Pour se maintenir au pouvoir, c'était facile. Il faut maîtriser et avoir la main mise sur les grands électeurs. En ce moment, il n'y avait pas une notion de grands électeurs au Bénin. Mais c'est ce qui devrait venir avec les réformes. Alors, les autres partis n'ont pas rapidement, ils ne se sont pas organisés pour avoir de grands électeurs parmi les maires,
parmi les députés à l'Assemblée nationale. Et vous en souvenez, aux élections générales des députés, beaucoup de candidatures ont été éliminées, ou du moins beaucoup ne pouvaient pas se présenter parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues dans la loi électorale. Beaucoup se sont vus, ils ont été pris de court par les réformes et leur application immédiate. C'est ce qui a affaibli justement le parti, les démocrates, qui n'ont obtenu qu'une courte proportion parmi les députés, ce qui ne leur a pas permis de s'imposer. Le député qui a fait le clash premièrement, on peut lui reprocher, Sodinou, oui. On peut lui reprocher d'avoir de s'être comporté comme un Judas, c'est vrai, mais il y a aussi que la justice a fait un travail en faveur du parti au pouvoir. Vous aviez demandé tantôt à qui profiterait le crime. En réalité, dans cette désintégration du parti Les Démocrates, le parti au pouvoir tire son épingle du jeu. D'accord. Sans l'avoir préparé. Bon, cette désintégration profite véritablement à ce parti et au candidat Ouadani qui a le boulevard tout tracé devant lui. Justement, est-ce qu'on peut s'empêcher, Yaounoukoulou, de voir un peu derrière une manœuvre politicienne aussi du parti au pouvoir pour écarter les démocrates? Écoutez, M. Samuel, la politique, c'est un terrain, c'est un terrain de football, c'est un stand de boxe, c'est un champ de compétition, c'est un champ de bataille, et voilà. Bon, sauf que c'est un champ de bataille et de bataille d'idées, d'analyse, hein, de perception, etc. Alors donc, vous savez, il faut aussi remarquer que généralement en Afrique, les partis au pouvoir, bon, certains partis au pouvoir ont des cellules composées des gens qui en permanence analysent les adversaires politiques, leur comportement, leurs actions, leur nature, etc. Et ce qui généralement fait défaut dans les partis d'opposition. Alors donc, et tout simplement parce que, bon, il faut dire que les partis au pouvoir ont toujours un avantage. Parce que quand vous avez le contrôle de la manne, cet avantage-là, vous en faites. Mais bon, une chose est d'avoir cet avantage, mais une chose est d'en faire bon usage utile. Sinon, je crois que le président Yahi Boni aurait pu, mais malheureusement, et tel que vous l'avez dit, le président Yahi Boni, bon, en étant candidat, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu son passage à la BOAD, on a vendu un économiste, il a été à Dossivien, que le Bénin, l'écologie du Bénin, etc., ça a été ce qui a été vendu. Et bon, donc, des gens se sont engouffrés, mais véritablement, il n'a pas su restructurer le pays, il n'a pas su véritablement agir contre la corruption, etc. Parce que quand vous prenez les réalisations du président Talon comparé au passage du président Yahi Boni, il y a une grande différence. Et même encore plus, apparemment, le président Talon, il a développé des astuces, des stratégies, des mécanismes. Bon, je ne sais pas si tout ça vient de lui-même ou il a eu à requérir des conseillers un peu partout dans le monde qui lui ont donné des schémas, qu'il a déployés, etc. Bon, donc, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est acteur politique, on ne dort pas, on ne peut pas dormir. Et tout cela, c'est ce que les Blancs, ils ont compris, c'est pourquoi ils ont dit que quand quelqu'un vient au pouvoir, 2 mandats, il a déployé assez de son énergie, il faut qu'il passe la main pour un autre. Alors donc, vivement, je crois que le président Yahi Boni, c'est son inactivité et c'est son manque d'anticipation qui joue actuellement contre lui et son parti. Donc, vivement que tout cela serve de leçon à beaucoup de partis dans d'autres pays africains. Parce que, moi, je le dis toujours, et je le répète, moi, Noukounou, je ne peux pas, par complaisance, du jour au lendemain, m'improviser acteur politique. Parce que,
pour s'engager dans la politique, cela requiert un certain nombre de conditions. Hein? Ce n'est pas seulement les critères qui sont définis au niveau du ministère qui permettent de créer un... Non, cela requiert. Alors donc il faut pouvoir refléter, incarner, procéder avant. Je crois que c'est avec ça que l'Afrique pourrait changer de niveau et prendre vraiment de l'ampleur. Patrice Talon avait engagé une réforme du système partisan. On voit aujourd'hui l'aboutissement de cette réforme. C'est qu'on va avoir une élection en 2025 où ce sera Talon contre Talon modéré. Parce que quand vous prenez Romuald Wadani, c'est un peu l'avatar de Talon. Et quand vous prenez les FCBE, c'est dit opposition modérée. Bon, bref, sans grand enjeu, quoi. Non, je pense que c'est aujourd'hui les gens font la lecture de la vision politique de Patrice Talon. Vous savez, quand il était arrivé, il parlait d'un mandat. Mais malheureusement, il a fait 2 mandats. Mais pour se servir d'une image d'un bon démocrate, d'accord, il a mis une entreprise. Tout ce qui se passe contre les démocrates, c'est-à-dire que c'était prévisible en fait. Si les gens s'étonnent, c'est que Patrice Talon il savait qu'il devrait assurer son arrière quand il va quitter le pouvoir, et c'est que il faut que ça soit ces éléments qui devraient continuer la gestion du pays pour qu'il soit derrière à mettre. Et je pense que il a mis toute cette entreprise politique en place et aujourd'hui ça paie pour lui. Donc ce n'est pas étonnant que le candidat de Patrice Talon aujourd'hui est déjà parti gagnant. Comme tu l'as dit, les autres partis, c'était même une entente, je pourrais dire, c'est les mêmes grands électeurs qui les ont tous parrainés. Donc aujourd'hui, Patrice Talon est arrivé au terme de son objectif. Mais ce que je voudrais dire en fait également, que ça n'anime pas vraiment la vie politique d'un pays quand vous êtes là et que vous dansez seul et qu'il n'y a pas un adversaire pour vous contredire. Vous savez, Patrice Talon devait aussi tout faire, d'accord, pour aussi accompagner ce parti-là à déposer la candidature pour que la politique puisse être vivace. Mais Patrice Talon, connaissant les démocrates, il ne pouvait pas donner cette opportunité parce que Patrice Talon préfère que les démocrates restent derrière tout de suite, qu'ils puissent, parce que quand vous voyez la sauce que Thomas Yaye Boni l'a préparée à la veille, au lendemain, quand il a incarné le pouvoir avec les manifestations violentes que Thomas Yaye Boni a appelé à faire. On a vu les Béninois, Thomas Yaye a organisé des manifestations politiques très violentes. Donc Patrice Talon fait la lecture de ça et il a analysé, c'est mieux de se servir de cette loi électorale pour écarter définitivement ces gens-là que de le faire, peut-être mettre une marge de favoritisme pour leur permettre de déposer la candidature. Voilà, donc c'est ça que j'ai dit. Patrice Talon savait également que pour qu'il soit à l'écart du pouvoir et continuer par avoir une influence sur la gestion du pays, c'est de détruire toute l'opposition béninoise. Et c'est ce qu'il a fait. D'autres sont en prison. Les Requia Madougou souffrent là. On les a qualifiés de terroristes. Donc aujourd'hui, et c'est ce qui a désorganisé la politique de Thomas Yaye Boni, parce que les gens sur qui Thomas Yaye Boni comptait ne sont plus sous la main. Et ils voulaient chercher des gens de confiance. Finalement, ça ne requiert pas l'assentiment des autres. Et aujourd'hui, c'est le résultat que Patrice Talon a. C'est-à-dire que c'est les fruits de sa politique, de son entreprise politique qu'il a mise en place pour assurer son arrière. Oui, vous savez, c'est aussi de l'honnêteté intellectuelle, de l'honnêteté politique, que même si on n'aime pas le lièvre, qu'on reconnaisse qu'il court plus vite que nous. Patrice Talon a pu commettre des erreurs à certains niveaux de sa vie, de sa gouvernance ou de ses relations sous-régionales ou internationales. Mais quand on prend la gouvernance de Patrice Talon au Bénin, il a assaini complètement l'environnement politique,
je l'ai déjà souligné, mais également il a assaini en profondeur la gestion économique et financière du Bénin. Et son homme de main, c'est Ouaddaï. Il faut reconnaître que Patrice Talon a mené une politique de résultats, une culture de résultats, une gestion axée sur les résultats. Il s'est fixé des objectifs qu'il a largement atteints à la satisfaction des Béninois. N'en déplaise les amuseurs politiques, on ne vient pas au pouvoir parce que on a pu haranguer les foules sans vision, sans objectif, et on accède au pouvoir. Pourquoi faire? C'est quand on est au pouvoir qu'on cherche ce qu'il faut faire. Non. Yahi Boni n'a eu d'existence politique qu'à l'occasion de sa candidature aux élections présidentielles au Bénin. Avant, rien. Si on pose la question, quelle est la vision politique? Quel est le projet de société de Yahi Boni et du parti Les Démocrates? Ça n'existe pas. On ne peut pas reprocher à Yahi Boni la désintégration du parti politique Les Démocrates. Yahi Boni n'avait pas besoin de ça. Il a eu suffisamment de caution pour la candidature du parti au pouvoir et il n'a pas choisi n'importe qui pour lui succéder, pour être candidat. Il a choisi Ouaddaï parce que c'est l'acteur majeur des réformes économiques et financières qui ont permis la réalisation des projets au Bénin. Si aujourd'hui on dit le Bénin a une grande avancée, c'est parce que les finances sont assainies, ce qui a permis de dégager les ressources nécessaires pour la réalisation des objectifs. Ces réaménagements ont permis également de discipliner les Béninois, les travailleurs béninois qui s'amusaient dans un jeu de détournement. Vous savez combien de projets, combien de dossiers ont été déposés devant le script, c'est ça? Ils ont la criette. La criette, voilà. Cela a permis de discipliner beaucoup de travailleurs béninois à des instances impossibles qui se permettaient de n'importe quoi. Alors aujourd'hui, le bilan de Patrice Talon fait déjà une bonne part de campagne pour son successeur, qui n'est d'autre que Romuald Ouaddaï, l'homme idéal d'ailleurs. Ouais. Vous avez compris, même au sein de l'entourage de Patrice Talon, il y a eu des velléités de candidature. Certains se pensaient être des dauphins naturels politiques de Patrice Talon, mais ils ont été proprement écartés pour que l'homme idéal qui puisse assurer la continuité, non pas pour couvrir Patrice Talon, non, mais pour assurer la poursuite de la construction du Bénin. Je pense que si Romuald Ouaddaï, au lendemain de sa victoire, ne commet pas d'erreur de choix tactique, eh bien, le Bénin est parti pour devenir un pays émergent d'ici la fin du mandat de Romuald Ouaddaï. Si vous permettez, on va changer de sujet. Mais si vous me permettez, donnez-moi une minute, parce que vous savez, pour encore appuyer les positions, les explications de mon co-débatteur, M. Constant Lemou, vous savez, le Bénin s'était toujours éternisé dans une situation, et le président Patrice Talon est comme ce leader clairvoyant qui est venu mettre une rupture. Et tout ce qui s'était engloutiné autour de lui lors de sa première campagne présidentielle, il s'était illusionné que c'est l'ancienne situation, c'est l'ancienne qui allait se perpétuer, etc. Mais non, le président Patrice Talon, lui, il avait un autre agenda. Et donc, il voudrait de la nouveauté. Il voudrait rénover. C'est cela, quand on dit que oui, des gens qui l'ont soutenu après, non, ils n'ont pas été écartés, ils s'étaient écartés parce qu'ils étaient toujours dans la vieille logique, alors que non, Patrice Talon voudrait de la nouveauté, voudrait que les choses se réforment. Et y compris pour le président Yahi Boni, parce que même le président Yahi Boni, si très tôt, même après le premier mandat de Patrice Talon, il a pu capter où voulait aller l'homme, il a pu préméditer
il aurait su quand même en toute clairvoyance savoir quelles sont les réponses qui devaient, les solutions qui devaient s'octroyer pour faire face. Mais malheureusement, il a été dormant, il a été naïf. Non seulement ça, il a été aussi surpris. Parce que à un moment, les réalisations du président Patrice Talon, ces réalisations qui avaient de l'audience, qui fascinaient. Parce que dans un premier temps, quand on a commencé par dégager les gens au bord de la route, il y a eu des sentiments, des trucs là. Mais après, quand les gens commençaient à comprendre que c'est pour notre intérêt, mais voilà ce qui en ressort, etc. Mais il y a eu de l'adhésion. Donc cette adhésion-là, cette popularité, cette bonne renommée de Patrice Talon à un moment, au lieu que cela fasse réfléchir et donne de l'énergie au camp de Yahi Boni, non, au contraire, ils ont été surpris. Et puis ils ont été un peu dormants et ils n'ont pas su avoir cette énergie-là, cette réaction rapidement, non. Et aujourd'hui, donc, moi je ne parle pas des démocrates qui sont écartés. Et je pense qu'eux-mêmes, ils ont manqué de se tenir à la hauteur. Ils ont manqué de se tenir à la hauteur. D'accord. On passe au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire, toujours la présidentielle. Alassane Ouattara largement vainqueur. Il a été déclaré provisoirement élu avec un score, tenez-vous bien, de 89,77% des voix. Mais une participation quand même un peu terne, un peu plus de 50%. On entend désormais la proclamation des résultats définitifs. Les autres candidats recueillent dans l'ordre Jean-Louis Billon 3,09%, Simone Eivé 2,42%, 1,97% pour Arwan Domelo et Henriette Lagou est l'autre recueil 1,15%. Dominique Lacmont, il fallait s'y attendre. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas surprenant. Tout le monde savait qu'Alassane Ouattara allait obtenir son 4e mandat. Et tout ça, c'est à mettre à l'actif de la mauvaise organisation de l'opposition également, menée par Laurent Gbagbo et l'autre, comment j'ai dit, Tidjane Thiam, qui se sont mis dans des postures, je ne sais pas, dans des postures d'hommes irremplaçables. Et ils se sont désorganisés au lieu d'aller chercher, au lieu de s'organiser pour aller battre Alassane Ouattara et au pouvoir, ils se sont mis à rester dans la rue. Moi, j'avais dit ça, j'avais prédit ça ici, que si Dom Melo s'est désolidarisé de Laurent Gbagbo, c'est qu'il avait raison, et la suite a donné raison, parce que Laurent Gbagbo ne pensait qu'à lui seul, comme si sans lui, il ne devait pas avoir d'alternative. Je pense que ces deux messieurs, c'est eux qui ont essayé de désorganiser la réalité de... C'est-à-dire qu'ils ont désorganisé les électeurs, parce que quand on voit le taux de participation, elle est quand même vraiment assez très faible. Et ça veut dire que les Ivoiriens se sont abstenus pour plusieurs raisons. D'accord, même s'ils avaient soif de voir quelqu'un autre que Alassane Dramane Ouattara, mais cet appel de vouloir faire des choses qui ne rentrent pas dans la loi électorale qui mène Gbagbo et Tidjane Thiam, ça a permis que les gens se sont abstenus. Et quel que soit quand une élection est enclenchée, c'est qu'on doit avoir une suite. Et aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui sort gagnant, pas parce qu'il est au pouvoir. Moi, quand vous voyez la situation et que vous évaluez, surtout avec le taux de participation, et vous voyez comment la campagne a été faite, ça veut dire que ces résultats reflètent la réalité de cette élection. Alassane Ouattara n'a même pas truqué ces élections, parce que ces candidats, face à d'autres candidats qui n'avaient pas tellement une base et électorale bien assise, c'est-à-dire quand tu prends Madame Simone Gbagbo qui vient de l'ancienne FPI désorganisée en créant le parti, elle-même elle a son parti, son mari en a créé, les autres, comment dit-on, et les Charles Blé Goudé aussi qui ne se sont pas mêlés à la danse. Je pense que cela est à mettre à la faute de Laurent Gbagbo qui est arrivé ici, il est sorti de la CPI, qui n'a pas su vraiment transmettre le maillet ou son caractère politique. Il ne l'a pas confié à quelqu'un qui devait rassembler, surtout prendre l'ancien FPI, le restructurer
pour prévoir reprendre la main, la scène politique ivoirienne, mais finalement c'est lui qui donne vraiment ce joyeux mandat à Alassane Ouattara qui va remplir ça, mais avec à 86 ans. Je pense que 5 ans encore, sûrement, Alassane, ceux qui l'ont voté trouvent que Alassane Ouattara a encore de l'énergie et qu'il peut prétendre aller sur d'autres projets qui seront profitables au peuple ivoirien. Et lui, on ne va pas. Je pense que il a une image devant qui l'encourage à continuer. Je voulais parler du président Paul Biya, bientôt on va discuter. Alassane Ouattara, c'est que plus 5 ans, il est encore loin de Paul Biya, il pouvait encore revenir s'il opère une autre réforme. D'accord, Constant Lemou, 89,77%, c'est son score, mais on le dit, c'est un score à la soviétique, mais en même temps, il fait moins qu'en 2020 où il avait recueilli 95,31% et 83,66% en 2015. C'est dire combien les Ivoiriens aiment Alassane Ouattara. Ah oui. Mais il faut s'appuyer sur le taux de participation. Les Ivoiriens aiment Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire dans le sang, sous les bombardements français. Et il a continué dans cette logique jusqu'à ce jour. Tenez-vous bien, 89,77% représente moins de 51% des 7 millions d'électeurs. 50,10% de participation. 50,10%. La Côte d'Ivoire a une population de 32 millions 9, bientôt 33 millions. La logique du fichier électoral devrait comporter 14 millions d'électeurs environ. Mais le fichier électoral qui a conduit aux élections portait 7 millions d'électeurs enrôlés, à savoir la moitié de la population électorale. Entre parenthèses, le code électoral et la loi fondamentale en Côte d'Ivoire prévoyait une révision électorale en 2025. Cette révision a été annulée sans motif. Apparemment sans motif, mais en réalité, c'était pour empêcher 2 candidats majeurs de se régulariser et de concurrencer Ouattara, notamment Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, dont l'élimination pose encore un grand débat. Ça s'est passé. Lorsque Ouattara se fait élire avec environ 3 millions d'électeurs pour gouverner 32 millions de personnes, vous comprenez qu'il y a problème. Il y a problème parce que ce n'est pas aujourd'hui son élection qui pose problème, mais c'est une minorité d'Ivoiriens qui a choisi celui qui doit gouverner à la destinée de la population ou bien de la vie du pays. C'est ça aussi la démocratie. Justement. Alors, ça remet en cause le problème de la quintessence même de la démocratie, le fondement de la démocratie. Est-ce que c'est la loi de la majorité ou bien c'est la loi de la minorité? Aujourd'hui, c'est la loi de la majorité électorale. Oui, face à une décision. Lorsque tous les mécanismes sont mis en place pour écarter la majorité, on sort alors du principe de la démocratie. La démocratie veut que le jeu électoral soit un jeu sain, où tout le monde, tous les candidats, où toute la population, chaque citoyen se sente à l'aise dans le schéma électoral. Nous savons dans quelles conditions tout ce taux élevé du score a été obtenu. Tout à l'heure, j'ai entendu que Domelo avait raison. Mais il a raison d'avoir accompagné Ouattara, si je comprends. Il a raison d'avoir accompagné Ouattara parce que tout le monde savait que sans les opposants, les hommes politiques de renom
Dans cette compétition, le reste Je ne ne sont crois que pas. des accompagnateurs. D'accord. On va écouter Yaonoukoulou avant la pause. Il nous Ouais. reste juste 2 minutes pour la pause. Yaonoukoulou, est-ce que vous vous étonnez des conditions d'organisation même de cette élection jusqu'au résultat qu'on a actuellement? Alors, pour ce qui concerne ce résultat, écoutez, permettez-moi d'applaudir le président Ouattara pour sa victoire. Je suis très content de sa victoire du président Ouattara. Mais écoutez, vous savez, de toute la façon, moi, c'est mon avis personnel. Pour ce qui concerne le contexte sous-régional, je pense que la présence du président Ouattara toujours au sein de la CEDEAO, surtout face à ces pays qui font diversion et qui se mettent dans des agitations, etc. Donc, le président Ouattara a toujours du rôle à jouer et donc sa présence s'impose toujours et je crois que les Ivoiriens ont fait un bon choix. Alors maintenant, pour aller un peu dans la suite du développement de mon co-débatteur, M. Constant Lemou, mais vous savez, lorsque vous touchez du doigt le fait que ce ne soit que 7 millions d'Ivoiriens qui se sont inscrits et qu'il n'y a que la moitié, un peu plus de la moitié qui allait voter, etc. Mais ne pensez-vous pas que il y a cette question de responsabilité politique citoyenne qui se pose? Est-ce qu'on a empêché les Ivoiriens d'aller se faire enrôler? Oui. On les a empêchés. Oui, parce que la révision de la liste électorale n'a pas été faite. On les a empêchés. Donc, il n'y a pas eu de révision. Il n'y a pas eu de révision. Oui. Il n'y a jamais eu de révision de liste électorale en Côte Il devrait y d'Ivoire. avoir révision électorale la liste électorale en 2025. Ma question est claire. Oui. Il n'y a jamais eu de révision de liste électorale en Côte d'Ivoire. Mais il y en a eu par le passé. Alors, merci beaucoup que vous reconnaissez qu'il y en a eu quand même. Et ceux qui viennent d'acquérir leur droit au vote, ceux qui viennent d'acquérir leur droit au vote, ceux qui ne s'étaient pas enrôlés avaient le droit de se faire enrôler. Alors les Ivoiriens ont été empêchés de se faire enrôler. Alors donc, si vous permettez, il y a une chose. Les citoyens doivent marcher selon le calendrier qui est fixé. Et non pas que les dirigeants ou les structures ou les institutions marchent selon le vouloir des citoyens. C'est en cela, si vous me permettez, s'il vous plaît, c'est en cela que cette responsabilité citoyenne de chaque citoyen, de ne jamais manquer d'occasion, de se faire enrôler à chaque fois que l'opportunité s'offre, il ne faut jamais y manquer. Parce que vous ne savez de quoi le lendemain serait fait. Parce que si vous y manquez, le lendemain vous rattrapera. Et vous allez pleurnicher pour qui? Ça, c'est de la généralité. Alors, donc voilà. Alors, maintenant, ça, c'est d'un côté. De l'autre également, les formations politiques. Je pense qu'ils doivent pouvoir avoir une stratégie, non seulement de motiver les populations à se faire enrôler. Et maintenant, il doit avoir une structure, une cellule qui se au-delà de ces structures formelles de l'État qui s'occupent de cela. Les partis politiques doivent avoir aussi des cellules qui non seulement supervisent, mais qui également jouent un rôle dans ce qui concerne... bon, c'est dommage le temps. Je vais rendre l'antenne, si vous permettez. On va revenir dessus juste après la pause où on regarde ensemble le journal pour 10 minutes.